Bonjour Christophe Des. Bonjour. Vous êtes conférencier, essayiste et animateur du séminaire Transformation numérique de l'École de Paris du Management. Vous vous êtes penché dans vos travaux sur une grande question. À l'heure où les GAFA supplantent les multinationales en termes de puissance, est-ce que les organisations traditionnelles sont appelées à se muer progressivement en plateforme à leur tour? Alors c'est vrai que les consultants en management incitent depuis plusieurs années les entreprises à s'inspirer au moins de ce modèle de plateforme pour plusieurs raisons que nous allons décrypter. Et puis je précise qu'on va les décrypter sur la base de travaux que vous avez menés depuis 2 ans et demi pour l'École de Paris de Management. Alors, la première promesse de la transformation en plateforme, c'est la fin des intermédiaires. Et c'est intéressant parce que vous parlez de légendes tenaces. Alors, expliquez-nous cela. Depuis le début de l'ère Internet, on nous dit, vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez pouvoir être en contact direct avec les clients finaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une publicité dans les années 90 d'une maman italienne qui vendait ses pâtes à l'autre bout du monde. Oui. Ça n'a jamais existé. Et pire, en fait, à chaque fois qu'un intermédiaire, les intermédiaires classiques ont disparu ou sont malmenés, c'est au profit d'une intermédiation électronique, certes, mais d'une intermédiation. Les ordinateurs appartiennent bien à quelqu'un, ils ont bien été codés par quelqu'un, et les bénéfices reviennent bien à quelqu'un. C'est un déplacement des intermédiaires. Et aujourd'hui, on voit, les fameux GAFA ne sont que des intermédiaires. Les Natou, les BATX, tous ceux qui aujourd'hui ont des taux de croissance absolument vertigineux et des valorisations en bourse considérables, sont tous des intermédiaires. En matière de légende tenace, je pense que ça se pose là. Alors, il y a un autre argument, c'est la plateformisation apparaît comme une arme de défense contre les risques d'ubérisation. Alors là encore, expliquez-nous cela. Est-ce que la désubérisation est possible ? Alors oui, il y a plusieurs questions dans votre question. Oui, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, quand on parle d'ubérisation, on ne sait pas trop de quoi on parle. En fait, on parle de plateformisation. Sur la disruption, on pourrait en parler, mais il y a autant de continuité que de disruption. Et ce qui est vraiment nouveau, c'est la plateforme. La plateforme, il y a plusieurs critères qui font qu'on peut parler de plateforme, mais celle qui est vraiment fondamentale, c'est qu'en fait, on met en concurrence plein de gens qui au départ ne l'étaient pas. Si je prends l'exemple des taxis, vous mettez des professionnels avec toutes les règles qu'on connaît, etc., et vous les mettez en concurrence au bout du bout avec des particuliers, forcément que c'est violent, et forcément que certains peuvent parler d'une concurrence déloyale, parce qu'on ne lutte pas à armes égales. C'est le côté plateforme, on met tout à plat et on met tout le monde en concurrence. Ceux qui étaient particulièrement protégés sont évidemment menacés. Et quand vous regardez bien les secteurs dont on nous parle le plus en termes d'ubérisation, c'est comme par hasard les secteurs protégés. Ceux qui n'étaient pas protégés étaient déjà dans le bain de la concurrence depuis longtemps, et les fameux GAFA et autres vraiment visent vraiment de manière très très précise surtout les métiers protégés, où il y a un déficit de satisfaction client, un irritant, comme on dit, un pain point en anglais. Et puis là, on sait qu'on va faire, ils se lancent le défi de faire 10 fois mieux. Alors, comme tout le monde, ils ne font pas ce qu'ils disent, ils font la moitié de ce qu'ils disent, ou un tiers de ce qu'ils disent, mais ça fait quand même 3 fois ou 5 fois mieux. Donc voilà comment ça démarre. Et donc, évidemment qu'il y a là quelque chose qui est un petit peu clair. C'est si vous voulez vous désubériser, il faut vous plateformiser. C'est ça la logique qu'on entend chez beaucoup de consultants. Mais c'est faux. Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Si vous êtes en gros une plateforme, déjà, c'est pas en étant encore plus plateforme que vous allez vous en sortir. Si vous n'êtes pas du tout une plateforme et vous n'avez aucune raison de l'être, c'est pas non plus en l'étant plus, etc. Mais si vous l'étiez mal, je vais prendre 2 exemples. La société G7 que tout le monde connaît, on pense que c'est une société de taxi, absolument pas, c'est une plateforme. Ils n'ont aucun taxi en propre. Ils ont 8000 taxis qui sont en fait des artisans taxis. Donc c'est une centrale de réservation avant l'heure. Ils avaient tout pour faire. Ils avaient même fait une application, c'est les premiers à avoir fait une application. Bon, ils avaient juste eu la manque de subtilité de l'avoir rendu payant. Voilà. Mais sinon, il y avait vraiment tout pour faire. C'est pas en étant encore plus une plateforme qu'ils sont revenus dans la course, car ils sont revenus dans la course. Oui. C'est tout simplement en mettant ce fameux petit liseré, donc en travaillant sur une politique de marque, en travaillant sur une qualité de service, etc. etc. Et aujourd'hui, ils ont eu la chance aussi que pendant ce temps-là, Uber a accumulé quelques bêtises. Et donc aujourd'hui, ils se sont désubérisés au sens où leur chiffre d'affaires a recommencé à croître au moins un peu, ce qui veut dire qu'on peut se faire ubériser, parce que qu'est-ce qu'il y a
comme modèle d'ubérisation, si ce n'est le KG7. Enfin, c'est vraiment, eh bien, non seulement ils ne sont pas morts, mais en plus, aujourd'hui, ils sont plutôt sur un bon comeback. Si vous prenez Accor, par exemple, qui était aussi à moitié une plateforme, eh bien, sa réaction a été de deux choses. Premièrement, de devenir encore plus une plateforme sur une partie, et puis surtout de faire complètement autre chose, de se différencier, d'ouvrir les hôtels de plus en plus sur l'écosystème local, parce que c'est un des rares endroits qui est ouvert 24 heures sur 24, et puis quand on se rend compte de ça, il y a plein de services à rendre. Donc, vous voyez bien que faire comme les autres plateformes, c'est ce qu'il faut faire dans l'urgence, quand on est plus ou moins une plateforme. Mais ça, c'est facile à imiter. Faire une application de taxi, n'importe qui sait le faire aujourd'hui. Il y en a une cinquantaine dans le monde qui sont au moins aussi bonnes qu'Uber. Alors, il y a d'autres arguments qu'on pourrait déconstruire, notamment la possibilité de déployer des stratégies de marque. Le temps nous manque pour toutes les traiter tous ces arguments. Pour conclure, quelle position adopter pour les organisations traditionnelles vis-à-vis de ces GAFA ? Alors, je l'ai expliqué, si vous êtes globalement un intermédiaire, plus ou moins une plateforme, effectivement, la question de vous plateformiser plus professionnellement, etc., se pose. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, il y a au moins 3 autres cas. Le cas de est-ce que je peux me nourrir entre les pattes des géants de l'Internet, et vous avez tout un tas de sociétés qui sont complètement spécialisées dans du digital, par exemple. Alors, on avait regardé Webedia qui effectivement a des taux de croissance tout à fait significatifs en vivant tout simplement de ce net, d'être bien référencé parmi Google, etc. et revendre à son tour des pages de pub. Bon. Petite difficulté, c'est que tous les 18 mois, Google et les autres changent ses algorithmes, et donc votre position peut s'effondrer, et on a des exemples complètement clairs là-dessus. Le deuxième possibilité stratégique, c'est de dire ok, on va faire un deal, puisque c'est le nouveau dominant. Je fais profil bas, je prête allégeance, et puis on va dealer. Alors c'est très clair, ces gens-là n'écoutent que des gens qui ont des positions de force. Donc vous ne pouvez dealer que si vous avez des positions de force à mettre dans la balance, et ces gens-là ne vont avoir qu'une chose à faire, c'est avec le temps d'essayer de saper vos positions de force. Donc c'est quelque chose d'assez dangereux, mais quand vous êtes trop gros pour vous contenter des miettes, c'est probablement quelque chose à faire. Et quand vous regardez la grande distribution aujourd'hui, pratiquement tous les acteurs sont en train de faire des deals, notamment autour des enceintes connectées, vous savez, Alexa ou autres, avec tantôt Google, tantôt Amazon, tantôt un autre. Et puis, le troisième cas de figure, c'est tout simplement là aussi de faire allégeance et de dire, après tout, que voulez-vous que je fasse pour vous ? Tout simplement que je vous donne de l'argent pour me ramener des clients. Moi, je suis intéressé par les clients, je vous donne de l'argent, et donc c'est l'achat de mots-clés, c'est ce genre de choses. La grande difficulté, c'est que ces mots-clés, quand ils commencent à marcher, ils viennent de plus en plus chers. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais SOS plombier Paris, le week-end, ça va jusqu'à pas loin de 40 €. Ah oui. Le clic, il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit. Donc vous comprenez pourquoi, quand Mme Michu reçoit la visite d'un plombier de ce type, c'est 1 500 € pour changer un joint, parce qu'il faut payer tout le reste. Donc on rentre dans des logiques qui sont un peu dangereuses, et donc la problématique des marques, c'est de tout faire pour se rendre suffisamment indispensable pour ne pas être obligatoirement le mieux-disant, pour être bien placé. Et donc vous avez des politiques de marque qui sont très très fortes pour ça. Eh bien, merci beaucoup Christophe Day pour cet éclairage. Merci à vous.